Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Caroline du blog objectif-bijoux.com et aujourd'hui je vous propose de découvrir une interview de Laurent Mallet, bijoutier autodidacte, qui va nous raconter son parcours, pourquoi il a choisi d'apprendre en tant qu'autodidacte, pourquoi il est important quand même de suivre des formations de temps en temps avec des artisans ou dans des écoles. Nous allons aussi aborder le sujet du livre de police, du poinçon de maître, de l'importance des réseaux sociaux quand on veut se lancer à son compte, de l'importance aussi d'avoir des belles photos et comment avoir des belles photos de bijoux, et pourquoi il faut absolument développer un style bien à soi. Donc c'est parti. Salut Laurent, comment tu vas? Mais ça va très bien et toi? Très bien, merci. Alors, tu as une entreprise qui s'appelle Antique Coin Rings, c'est bien ça, je ne me trompe pas dans la prononciation? C'est ça. Ok, donc tu fais principalement des bijoux à partir de pièces de monnaie anciennes? Oui. Oui. Avant de parler vraiment de ton entreprise, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours? Qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans la bijouterie? Alors, il faut savoir que je suis chaudronnier aéronautique de métier. Ok, en quoi ça consiste? Alors en fait, on va dire que je forme des pièces avioniques Mhm. à partir de différents métaux, le titane, l'inox, l'alu. Ok, C'est beaucoup de travail fait main déjà de base, donc on frappe un peu avec des marteaux toute la journée et ah oui, ok, ouais, ouais. Donc c'est voilà, hyper manuel déjà. exactement. D'accord. Et donc, comment tu en es venu après à te lancer dans le bijou? Alors là aussi c'est une histoire un peu tout bête parce que il y a un jour un collègue de boulot m'a dit regarde, j'ai regardé une vidéo sur YouTube et il y a un type aux États-Unis qui fait des bagues en pièces de monnaie. Et il a commencé à me montrer cette vidéo et on voit en fait une personne qui tape sur une pièce de monnaie et en fait en la tapant, il arrive à lui donner un certain style, une certaine forme Mhm. et en faire une bague en fait, tout simplement. Et c'est là que je me suis mis moi-même à aller regarder sur YouTube. J'ai regardé beaucoup de liens. Je comprenais pas grand-chose parce que c'était principalement en anglais, mais je me suis intéressé comme ça. D'accord. Et donc, tu t'es lancé tout de suite avec des pièces de monnaie? Eh bien, disons que ça n'a pas été facile parce qu'il y a quand même un certain matériel à avoir. Ouais. Et moi, vraiment, j'ai aucun pied à terre, je veux dire, dans tout ce qui est travail minutieux, on va dire petit travail minutieux. J'ai toujours fait des choses de mes mains, mais ça n'a jamais touché à la bijouterie. Donc, j'ai commencé à poser plein de questions à certains revendeurs qui avaient déjà aux États-Unis pour savoir à quoi servait cette machine, à quoi servait ça. Et un jour, on va dire pas un peu pété les plombs, mais j'ai fait une grosse commande d'outils que je ne connaissais pas du tout. Et voilà, je me suis retrouvé un jour à la maison avec tout ça devant moi et c'était parti quoi. D'accord. Et est-ce que parmi les outils que tu avais achetés, enfin que tu avais quand même fait une bonne sélection ou tu t'es rendu compte après que tu avais acheté des outils en trop ou qui n'étaient pas adaptés? Ah, j'ai carrément acheté des outils en trop, mais au fur et à mesure que j'avançais dans mes productions, j'ai vraiment appris que tout me servait. Donc au final, même qui me sert au jour d'aujourd'hui pour la bijouterie. Mhm. D'accord. Et donc c'est vraiment du coup c'est vraiment par hasard que tu t'es lancé dans la bijouterie. Ah, complètement. J'étais vraiment pas destiné à rentrer dans ce milieu. Ok. Et donc du coup tu as choisi la voie de ben tu as appris en autodidacte. Est-ce que tu as pensé à un moment donné t'inscrire dans une école ou pas du tout? Disons qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai 31 ans, je suis déjà salarié en chaudronnerie, donc j'ai pas énormément de temps devant moi, et puis je pense qu'à 31 ans, il y a des choses qu'on peut pas forcément se permettre, comme par Mhm. exemple retourner à l'école. Quand j'y pense aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais aimé faire un CAP ou ne serait-ce qu'une école de bijouterie quand j'étais jeune.
Au jour d'aujourd'hui, étant auto-entrepreneur, la seule chose qui est abordable pour nous, c'est les formations financées. Et Mhm. encore, j'ai appris qu'elles n'étaient pas toutes financées. Et c'est vraiment très difficile au jour d'aujourd'hui, enfin en tout cas en France, de trouver ce genre de formation. Comme ces formations financées, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, ben, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une formation. Alors, ça s'appelle le FAFCA. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui en parle au jour d'aujourd'hui. En fait, c'est tout simple. Hein, en tant qu'auto-entrepreneur, on cumule des heures, on paye des indemnités. Et ces indemnités, en fait, nous offrent une formation dans n'importe quel milieu que l'on veut. Donc, Mhm. on a droit à une seule formation par an qui dure à peu près 3 semaines. D'accord. Et donc là, j'ai eu la chance de faire une formation. Je sors de formation depuis mars. Et ben, c'est là que j'ai vu que ces petites formations apportent énormément quand on débute en bijouterie. C'est vraiment, il y a certaines bases que l'on a beau regarder des vidéos, on n'aura jamais. Et là, justement, ça permet de réguler un peu le tir. D'accord. Et tu l'as prise où cette formation? Alors, C'était. ben, c'est vraiment tout bête parce que je ne savais pas du tout qu'il y avait ce genre de formation et ben, j'ai cherché un peu sur internet. J'étais même jusqu'à aller payer des bijoutiers, des bijoutières qui voulaient me prendre juste pour la journée Mhm. pour me montrer comment faire un simple corps de bague. Donc je payais jusqu'à 150, 160 euros la journée quoi. D'accord, ouais. Et au final pour pas énormément grand chose d'acquis. Ouais, bah c'est sûr qu'en une journée, c'est pas très long en fait, une journée de formation, hein. Exactement. Et Mhm. pourtant, c'était le seul, ouais, c'était tout ce qui s'offrait à moi, c'était ça, quoi. D'accord. Jusqu'au jour où je suis tombé sur ces formations financées. Ok. Et c'est quel organisme? Enfin, il y a un organisme en particulier. Si jamais il y a des auditeurs qui veulent en savoir plus, qui sont intéressés par ce genre de formation, est-ce que tu peux? Alors, ça s'appelle le FAFCA, F-A-F-C-E-A. Et je sais qu'il y a d'autres organismes, mais celui-là est quand même assez réputé. Et puis apparemment, il finance énormément de formations. Là, j'ai appris il y a pas longtemps que les financements ont été coupés. Alors Ah, ça, c'est un problème, ouais. problème un peu politique parce qu'ils avaient plus de fonds, ils trouvaient plus de fonds, donc je sais pas où ça en est au jour d'aujourd'hui, mais je sais que ça va un peu mal en ce moment. Ok, donc toi, tu as pu y avoir accès là, donc tu disais tu l'as fait en mars, c'est ça? C'était ça. Et C'était mais là, c'est incertain en fait pour les prochains, pour les personnes qui veulent passer par cet organisme, c'est assez incertain si je comprends bien. exactement. Bien Ah, se renseigner avant. d'accord. Bon, eh ben les auditeurs se renseigneront dans ce cas. Et donc, qu'est-ce que tu as appris dans cette formation? Alors, ce que j'ai appris. Alors, il faut savoir que les formations qu'on nous propose, on nous vend un peu du rêve. On nous vend un peu du rêve dans le sens où, étant déjà auto-entrepreneur, Mhm. et disons que j'ai toujours voulu avancer vite. Vite parce que pourquoi? Parce que j'ai déjà une boutique et parce que j'ai pas envie de passer une semaine à faire de la découpe de box-fil et Ouais, oui, tu avais déjà une base. voilà. Bah, Mhm. disons que oui, la base, je me la suis fait un peu tout seul, quoi. Mhm. J'ai fait le matériel et j'ai fait mes essais moi-même. Mais là où je trouve que c'est un petit peu mal fait, c'est dans le sens où ma formation, je l'ai faite avec déjà des auto-entrepreneurs installés et avec des débutants. D'accord. Et ben, y a pas de, en fait, ils vendent un peu ça comme une formation personnalisée, mais disons qu'en fait, c'est vraiment des fiches déjà préinstallées, et, c'est un programme déjà tout installé, donc c'est pas vraiment du sur-mesure, c'est vraiment les bases et c'est à nous en fonction de ces bases, de les adapter en fonction de nos créations. D'accord. Donc, il y avait vraiment un programme à suivre et comme il y avait des débutants, ça partait vraiment de la base. Voilà, c'est ça. Ok. Et bah, du coup, là, tu as commencé quand, en fait, à t'intéresser à la bijouterie? Alors, ben, j'ai ouvert ma boutique il y a maintenant 1 an. Mhm. Et en fait, c'est vraiment la demande des clients. En fait.
à partir de ces anneaux de bagues de monnaie, j'ai eu énormément de personnes me demandant si je faisais de la gravure, s'il était possible de sertir des pierres, si c'était possible de pas toucher à la monnaie et d'en faire un pendentif. J'ai eu des demandes de bagues avec des pièces de monnaie. Et c'est là que je me suis dit, je peux pas continuer comme ça, je peux pas faire que des anneaux. D'accord. Donc, tu as diversifié un peu ton offre. Voilà. Mais, Et c'est là, mais, mais toujours en restant dans la niche des pièces de monnaie, quoi. oui, en fait, je suis vite parti, on va dire, parce que quand j'ai commencé à toucher la bijouterie, j'ai vu qu'au final, c'était des portes en fait à droite à gauche qui s'ouvraient. Mhm. Et j'ai un petit peu mis de côté mes pièces de monnaie pour faire vraiment de la bijouterie. Donc, tu offres aussi des bijoux plus classiques. Voilà. Donc, là, tu dis que tu as ouvert ta boutique il y a 1 an, mais j'imagine que tes premiers essais, ça date bien un peu plus longtemps que ça. Puis on va dire que j'ai mis, c'était vraiment allé très vite, hein. J'ai mis 3-4 mois peut-être pour mes premiers essais et j'ai directement ouvert ma boutique. Ok, donc ouais, quand même assez rapidement. Tout s'est fait rapidement. En un an, c'était... je dors plus beaucoup d'ailleurs, mais Ah ouais? Tu as trop de commandes? disons que là, je cumule deux boulots en fait. Ah, tu continues ton métier de base à côté? D'accord, ah oui. Et étant donné que je termine mon métier en fait, je fais des journées type de 6 heures à 15h30 en tant que chaudronnier aéronautique. Et je fais 17 heures, 23 heures pour la bijouterie. D'accord, ah ouais, c'est des grosses journées. Est-ce que tu envisages un jour choisir l'un des deux? Alors, il y a beaucoup de monde qui me pose cette question et j'ai du mal parce que j'aime beaucoup mon métier de base et je m'intéresse de plus en plus à la bijouterie. Je dirais que les deux vont ensemble, les deux vont de pair et je ne sais pas. On verra vraiment plus tard. On verra comment ça se goupille. D'accord. Ouais, donc en fait, toi, c'est un choix en fait. C'est pas, tu restes pas dans ton boulot parce que tu en as besoin forcément financièrement. C'est surtout parce que tu aimes ce que tu fais déjà à la base. Oui, et puis c'est aussi pour la sécurité de l'emploi. Hein. Il faut Ah pas oui, se quand même. tromper parce que du coup je suis en CDI. Mhm. Donc là personnellement, je ne verrai pas faire que des bagues dans la journée et dépendre de ça parce que la bijouterie c'est pas, je veux dire, c'est pas du sûr. On a des commandes le jour, donc il y a des mois ça peut bien se passer, d'autres moins bien. Il y a rien vraiment de concret. D'accord. Donc toi, tu aimes bien avoir ce côté sécurité de l'emploi à côté. Exactement. Ok. Et donc voilà, tu travailles principalement avec les pièces de monnaie, mais est-ce qu'il y a d'autres techniques que tu aimerais explorer? Est-ce qu'il y a d'autres types de bijoux qui t'inspirent? Il y en a plein. J'ai 36 000 pages ouvertes sur mon Google et je vois ce qui est réalisable. Donc, je suis un peu parti de rien. Au jour d'aujourd'hui, je m'intéresse à la cire perdue. Ouais. Je sertis mes propres pierres. Certico, je vais faire du certigriffe, je vais vraiment faire des commandes personnalisées, je vais me lancer un peu dans la gravure aussi, parce qu'il y a énormément de demandes aussi dans la gravure. Mhm. Les anneaux de pièces de monnaie sont des bacs sur mesure et assez authentiques, mais si je peux rendre mes créations encore plus authentiques, ce serait génial. Mhm. Donc tu vas continuer là, tu penses continuer à apprendre comme autodidacte ou tu penses prendre de temps en temps des petites formations encore pour te perfectionner? Alors le mieux, et je le conseille, c'est vraiment de partir de temps en temps, s'il est possible, de faire quelques formations à droite à gauche. Mhm. Je dirais que c'est un tremplin énorme. Moi, avec les 3 semaines que j'ai pu voir, j'ai eu des perspectives du coup énormes, même si c'était pas des créations qui m'intéressaient, mais le procédé est intéressant en lui-même parce qu'on a une vue d'ensemble beaucoup plus élargie par rapport à nos capacités, donc ouais, c'est toujours bénéfique. Oui, Vraiment. parce que même si tu suis une formation avec un programme déjà préétabli et des projets préétablis, en fait, tu apprends des techniques au travers de ces projets et tu peux les transposer après dans tes propres créations. Exactement. Donc oui, effectivement, c'est intéressant. Puis en plus, j'imagine que l'intérêt est d'avoir accès à un professeur
à qui tu peux poser des questions aussi. Exactement. D'accord. D'ailleurs, il doit plus beaucoup m'aimer, mais Tu leur as posé trop de questions? voilà, oui, j'ai fait que ça. D'accord. Dis-moi, à l'heure actuelle, en France, si tu n'as pas un diplôme officiel de l'État en bijouterie joaillerie, est-ce que tu peux être considéré comme un bijoutier professionnel? Alors, c'est une vaste question. Je pense que être considéré comme un professionnel, comment dire. Moi, personnellement, je me considère pas comme un professionnel. Pourquoi? Parce que je suis créateur de bijoux. Mhm. Je vends un procédé, je vends des créations authentiques, mais de là à être appelé bijoutier, il y a tellement de métiers dans le métier de bijoutier qu'au final, ça veut dire être bijoutier, ça voudrait dire maîtriser le sertissage, maîtriser la gravure, maîtriser tous les métiers qui englobent la bijouterie en général. Donc au jour d'aujourd'hui, être un professionnel en bijouterie, même des grands professionnels, je pense pas qu'il y en ait tant que ça. Donc du moment qu'on arrive à toucher une certaine clientèle, voilà, que nos bijoux plaisent et que je pense qu'à travers chaque bijou, il y a une personnalité qu'on veut dégager, il y a une âme, il y a quelque chose qui fait que voilà, on touche à un certain public et moi, quand je lis au jour d'aujourd'hui les commentaires des gens par rapport à leur création qu'ils ont reçue, bah c'est juste génial, c'est juste génial. Je me considère pas comme un bijoutier, mais plus plus comme un créateur de bijoux. Voilà. D'accord. Ok, toi, le titre, c'est pas ce qui t'importe le plus de toute Oh. façon. C'est vraiment la relation avec ta clientèle et la création en tant que telle. Et d'ailleurs, c'est ce que je conseille à tout artisan qui débute. Ça m'arrive de perdre des sous parce que la taille n'allait pas. Alors ce genre Mhm. de création, ben, c'est pas redimensionnable, on va dire, pour des grandes tailles. Alors il y en a énormément qui se sont trompés, donc je recommence la création. Donc perdre des sous quand on débute, ça arrivera toujours. Le Mhm. plus important, c'est cette relation client, cette confiance qui s'établit et c'est vraiment ça qu'il faut chercher en premier. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi pour ça. Parce que de toute façon, de nos jours, c'est quelque chose déjà, bon, à prendre en compte parce que on sait qu'avec les réseaux sociaux, ça peut vite partir. Oui, Mais c'est super important d'avoir une belle relation avec ses clients. De toute façon, c'est mieux pour soi-même. Euh, exactement. et puis ça peut être que gagnant à la fin, en fait. Exactement. En fait, je te posais cette question sur le titre de bijoutier professionnel parce que ça allait m'amener à une autre question qui est celle du poinçon de maître qui a l'air pas facile à obtenir en France. Alors, encore une fois, moi, je suis pas du tout dans ce pays, donc ça fonctionne pas du tout pareil. Du coup, est-ce que tu peux nous l'expliquer, toi, un peu de ton point de vue, l'obtention de ce poinçon de maître, comment ça se passe? Alors là aussi, j'ai pas mal miséré parce que pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, pour avoir un poinçon de maître, il faut aller à la chambre des métiers. Mhm. Donc, quand on veut s'inscrire en tant qu'artisan, il faut se déplacer à la chambre des métiers et ouvrir un dossier. Ouvrir un dossier signifie se renseigner pour savoir si l'entreprise va être viable. Parce D'accord. que là-bas, ils ouvrent pas une entreprise en sachant que c'est perdu d'avance. Alors voilà, la première chose qu'on m'a posée quand j'ai voulu ouvrir mon dossier, c'était avez-vous déjà une expérience dans la bijouterie? Donc, je me suis trouvé un peu con parce que voilà, j'ai répondu que ben, j'étais chaudronnier à Hérault et que ben, je travaillais avec des métaux tous les jours, mais rien en rapport avec la bijouterie. Mhm. Et là, mon dossier a failli ne pas passer parce que j'avais aucun rapport avec la bijouterie, mais ils ont estimé que étant donné que j'étais chaudronnier et que je travaillais avec des métaux, ben, j'ai pu ouvrir ma boutique. D'accord. Et concernant le poinçon, eh ben, du coup, une fois qu'on est inscrit à la chambre des métiers, il faut aller aux douanes. Mhm. Et c'est les douanes, en fait, qui établissent le poinçon de maître, tout simplement. D'accord. Mais du coup, quelqu'un qui a pas d'expérience en bijouterie ou qui a pas de diplôme, c'est difficile pour lui de s'ouvrir un dossier à la Chambre des métiers.
Exactement. Si s'il n'a pas un dossier déjà un peu concret avec, je sais pas, pas forcément des commandes en cours, mais une idée ben, tout simplement hein, pour eux, qui leur apporterait un chiffre d'affaires, ça va être vraiment compliqué s'il n'a pas un dossier solide de base. Et qu'est-ce qui constituerait un dossier solide? Bon, toi, tu as dit par exemple que tu travaillais les métaux. Est-ce que quelqu'un peut arriver avec un portfolio de création qu'il a fait pour dire, bon, ben, voilà, moi je sais faire ça, par exemple? Euh, Moi, je dirais que oui, quelqu'un qui arrive avec quelque chose à proposer, qui montre qu'il est motivé, qu'il ait ou pas d'expérience, mais qu'il a un projet viable, il n'y aura pas de souci. Par contre, quelqu'un qui arrive en disant je veux être bijoutier alors que j'ai aucune expérience, mais je suis motivé, je pense que ça passera pas. D'accord. Ok. Et donc, le poinçon de maître, c'est ça, c'est au bureau des douanes. Est-ce qu'il y a des critères à respecter, à remplir pour être sûr de l'obtenir, ou est-ce que c'est assez facile à obtenir en général? Non, après c'est assez facile. Une fois qu'on est inscrit à la chambre des métiers, bon, je pense que j'ai eu un seul rendez-vous de 1 heure afin de m'expliquer tous les poinçons qu'il y a à poser, parce que ici en France, entre le livre de police, le livre de comptabilité, c'est assez compliqué. Mais je veux dire après, pour avoir l'obtention du poinçon, une fois qu'on est inscrit à la chambre des métiers, c'est pas compliqué du tout. Ça prend 1 heure et c'est que de la législation après, tout simplement. D'accord. Et petite parenthèse, justement, livre de police, livre de comptabilité, c'est ça? Oui, Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots? oui. Alors le livre des polices, bah, c'est tout ce qui concerne. Alors moi personnellement, je vais pas vous cacher la vérité, c'est ma conjointe qui le fait. Moi je pourrais pas, j'aurais pas la patience. Uh-huh. Pourquoi? Parce que ça prend vraiment un temps fou. J'ai l'impression que il faut être deux pour le faire, quoi. Il faut un créateur et un administrateur. Ouais, Moi j'aurais pas le temps et pas la patience. Pourquoi? Parce qu'il faut faire tous les entrées matières, toutes les sorties, il faut tenir un cahier de comptabilité, il faut peser, donc c'est une organisation, mais moi je trouve, certains diront que c'est facile, mais pour moi non. Pour moi, il y a trop de paperasse, trop de comptes à tenir, c'est au gramme près, d'accord. Donc en fait, le livre de police, c'est à chaque fois que tu achètes de la matière première, faut que tu l'inscrives dans ce cahier, c'est ça, dans ce livre? voilà, exactement. Et à Et chaque fois que ça en sort, eh ben, il faut le marquer. donc quand tu en sors, c'est quand tu fabriques quelque chose avec. Voilà, c'est ça. C'est vraiment D'accord. la transformation, c'est le début en fait de la réception jusqu'à la livraison ou la transformation de la matière en fait. Donc c'est vraiment D'accord. l'étape qu'elle va suivre. Et après ce livre-là, t'en fais quoi en fait? Est-ce que tu dois le montrer aux douanes? Est-ce que tu dois à quoi il sert concrètement? Alors ben ce livre sert en cas de contrôle tout simplement. Alors je sais que alors beaucoup se posent la question sur le livre de police. Est-ce qu'il en faut un directement acheté chez les douanes ou un spécial? Non, j'ai eu la réponse et la confirmation. Mhm. Il suffit juste d'avoir un cahier, D'accord. aller le paraffer et le faire tamponner au bureau de la mairie Mhm. et tout simplement de le remplir comme un cahier basique avec le moins de fautes et de ratures possible et voilà et le garder à la maison en cas de contrôle tout simplement. D'accord. Et pour quelqu'un qui voudrait vraiment avoir le vrai livre, j'ai oublié le nom. le, comment tu Livre appelles de ça? Livre de police. police, oui, merci. Pour quelqu'un qui voudrait vraiment le vrai livre de police, où est-ce qu'il peut se le procurer chez aux douanes? Alors je sais qu'ils en vendent aux douanes et je sais que ça se trouve un peu partout. Je crois que sur Google, il tape livre de police, il va avoir pas des centaines de modèles, mais il va directement tomber dessus. Je sais quand même, même en papeterie, ils en vendent. Mhm. Ah ok, oui. Ouais, il me semble en avoir vu. Ça se Ok, trouve donc assez. c'est assez facile à trouver, ouais.
Ok, et on va revenir un peu à ton entreprise. Du coup, voilà, t'as démarré il y a un an. Comment t'as fait pour trouver tes premiers clients? Alors j'ai tout simplement commencé les réseaux sociaux. Ouais. Voilà, c'est vraiment le facteur qui a un peu déclenché le phénomène. J'ai commencé à poster des photos de création, les gens ont commencé à s'intéresser, à me poser des questions, et c'est là que je me suis dit, faut que j'ouvre une boutique en ligne, tout simplement. Mhm. Donc t'as commencé Facebook, Instagram. Voilà, exactement. Et au jour d'aujourd'hui encore, je continue. Et il faut surtout pas négliger le facteur des réseaux sociaux parce que je pensais pas que ça avait autant d'ampleur sur ma carrière. Ouais. Ouais, vraiment. Mais c'est vrai qu'aussi, ce que je pense qui joue, tu me diras ce que t'en penses, parce que moi, je regarde tes photos, et tu fais quand même de belles photos de bijoux aussi, hein, tu les mets bien en valeur. Est-ce que tu trouves que ça aide? Est-ce que tes premières photos, par exemple, est-ce qu'elles étaient aussi bien réalisées? Et est-ce que tu vois une différence, justement, si t'as eu une évolution dans tes photos? Alors je pense qu'il faudrait même pas que je te montre les premières photos que je faisais de... En général, c'est pour ça que je pose la question, c'est parce qu'en général, nos premières photos sont vraiment pas belles. Et comme je vois tes photos d'aujourd'hui, je les trouve quand même vraiment bien. Voilà, c'est pour ça que je posais la question. Alors tu fais bien parce que oui, en fait, la bijouterie, c'est vraiment un tout. C'est du relationnel. C'est déjà avoir les compétences parce un bijou mal fait, ça se voit, ça se voit tout de suite. Je dirais, il faut du talent, il faut du relationnel et justement savoir présenter ses bijoux. Là aussi, je ne pensais pas, mais c'est un facteur très important aussi. Alors j'ai commencé tout simplement à faire mes bijoux dehors. Je me suis dit lumière du soleil, reflet. Au final, il y a toujours un truc qui allait pas. C'était soit l'ombre, c'était plein de choses en fait. La lumière du soleil qui reflétait trop, donc qui mettait pas la pierre en valeur. Et d'ailleurs, si j'ai un conseil à donner, c'est pour vos bijoux, je crois que c'est une petite box que j'ai achetée sur eBay. Mhm, Ça coûte 20 euros. mhm. Et c'est une box en fait spécialement pour photos. D'accord. Il y a des LED qui imitent la lumière du soleil et ce qui fait que je prends mes photos dans ma chambre avec mon smartphone tout Ah simplement. ouais? Ouais, et ça fait des photos juste absolument parfaites. Ah bah oui, c'est bien. 20 euros, t'as les LED Ben, intégrés. voilà, il y a des LED intégrés à l'intérieur, c'est un truc qu'on branche sur la prise et du coup il y a différents fonds, il y a des fonds blancs, des fonds noirs, des fonds rouges, Mhm. vert, il y a du jaune aussi et c'est parfait pour il y a différentes dimensions aussi mais ça va entre 20 et 50 euros la box hein. Voilà. D'accord. Donc, comme quoi, il n'y a pas besoin de grand-chose au final pour faire des photos qui ont l'air un minimum professionnelles. Exactement. Et est-ce que tu as fait des expositions, des marchés et tout aussi? Oui, alors là aussi c'est assez marrant parce que ma première expo a été faite dans un salon de numismates. Qu'est-ce que c'est? Alors je sais pas si tu vois un peu, c'est des gens qui s'échangent et qui vendent des pièces de monnaie. Ah, ok. Donc Ah oui, 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 c'est bon, oui, effectivement, oui. donc D'accord. voilà, mais par contre Ah ouais, mais là, t'avais le public cible. voilà exactement, ça passe ou ça casse. Ah, mais ça a dû cartonner, non? Eh ben, au final, j'ai eu que des bons retours et pour des numismates, donc pour des puristes, c'était vraiment génial quoi. C'était Mhm. vraiment j'avais vraiment le stand attractif et j'ai passé ma journée à répondre aux questions, à parler un peu de ma passion, du procédé et voilà. Après, je suis pas un grand fan des marchés. J'ai essayé aussi de faire des marchés plein air. Mhm. Mais
mais j'ai vraiment pas aimé. Pourquoi? Parce que ben j'exposais des bijoux, donc déjà des bijoux c'est quand même autre chose. J'avais plus l'impression de d'être dans une brocante que Ah ouais, d'accord. Ouais. ouais, faut vraiment viser le bon salon. Je Ouais, sais qu'il y a ouais. un salon fait pour vraiment les créateurs dans ce style-là et faut pas aller à n'importe quel marché. Et les expos des salons de numismat, est-ce que tu continues à en faire? Alors on m'a proposé de revenir tous les ans, donc bah, c'est que ça s'est bien passé pour eux et j'en suis flatté. Là c'est juste que au final j'ai pas du tout le temps de refaire des salons. Je suis en pleine création, je vais sortir des nouveaux modèles. Mhm. Donc entre gérer bah, déjà mon métier de base, gérer les commandes déjà que j'ai en cours et gérer les nouvelles créations, ça prend énormément de temps et j'ai vraiment pas de temps pour le reste. D'accord. Ok, bon, bah c'est super intéressant. Je vais avoir une dernière question pour toi à te poser. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en tant qu'autodidacte Oui. et qui aimerait vivre de la bijouterie, quel serait ton meilleur conseil? Alors mon meilleur conseil, alors je vais juste reprendre un petit peu ma situation. Ce Mhm. qui fait que ça, je pense que si ça marche autant aujourd'hui, c'est grâce à une idée principale. Une idée principale qui est les bagues en pièces de monnaie. Si j'avais commencé, je pense, par la bijouterie elle-même, j'aurais eu énormément de mal, je pense, à avoir ma clientèle d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est des produits qui se trouvent déjà en bijouterie, des produits que tout le monde fait un peu partout. Mhm. Si j'avais vraiment un conseil à donner, c'est pas forcément imiter tout ce qu'on voit en bijouterie, c'est avoir une idée directrice en fait, une idée voilà de faire ses propres créations. Trouver Pas son forcément, style. voilà, trouver son style. Je pense que Ouais. c'est difficile pour chacun des créateurs. Et une fois qu'on a trouvé son style, c'est le retranscrire, c'est donner une histoire à ses bijoux, voilà, c'est retranscrire en fait toute la passion qu'on met dans nos créations et le véhiculer. Et Ne mettre une pas partie de hésiter, soi. voilà, exactement. Et ne Mhm. pas hésiter à trouver, ben, au jour d'aujourd'hui, c'est simple, hein, les réseaux sociaux, c'est pour quelqu'un qui se donne la peine de perdre une demi-heure par jour à poster ses photos, à répondre aux clients, voilà, c'est ça en fait, c'est vraiment être à fond, pas que dans la pas dans la construction de ces bijoux, mais aussi être présent sur ouais dans tous les domaines. Mhm. De te construire en fait ta propre image par tes créations mais par tout ce qui englobe aussi ton entreprise. C'est ce que tu Voilà, veux. c'est Ouais. ça exactement. Et quand je voyais les bijoux, quand je vois certaines annonces avec marqué, il y a une bague donc elle est vraiment jolie. Et il y a trois tirés, il y a marqué teneur 925 millième, taille possible entre 56 et 60. Mhm. Je veux dire, ça donne pas envie s'il n'y a pas une histoire, s'il n'y a pas un Ouais, il y petit... a pas d'âme. Le bijou n'a pas d'âme. C'est un Voilà, bijou exactement. comme tu dis, que tu peux retrouver partout dans n'importe quelle bijouterie. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi en fait. Je pense que et je l'ai vu quand j'ai vu ton entreprise la première fois, je me suis dit à mon avis ça doit bien marcher parce que tu as vraiment choisi une ligne directrice, tu t'es spécialisé dans quelque chose au niveau du design. Et forcément, quand tu crées quelque chose avec un style particulier, c'est plus facile au final de pouvoir attirer une clientèle parce que ça va correspondre à une certaine clientèle et non pas à monsieur, madame, tout le monde. Et en Exact, fait, je pense qu'il faut pas essayer de plaire à tout le monde, il faut vraiment viser un certain type de clientèle et faire des choses qui nous correspondent et non pas essayer de plaire à la masse. Ce que beaucoup de jeunes créateurs ne comprennent pas en fait parce que en général ils vont se lancer, ils vont vouloir vendre le plus possible et donc ils vont se lancer dans des créations qui correspondent un peu plus par exemple à la mode et tout ça quoi. exactement. Et Mm-mm. ça, c'est difficile, hein, je le reconnais, que sans trouver son style, c'est pas évident, hein, mais
si voilà, si on arrive à retranscrire ce qu'on est à travers ces créations, ben c'est juste magnifique et en plus en vivre. Puis après voilà, c'est des créations, c'est des bijoux, ça plaît pas, mais avec la passion en général, on arrive toujours à se démarquer et à trouver voilà, hein, trouver preneur de par les réseaux et ah oui, j'avais juste une petite chose à dire en plus. Oui. J'avais vu la dernière fois parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté pour créer des boutiques. Alors c'est juste au sujet des boutiques en ligne. J'ai entendu que beaucoup voulaient se lancer pour l'ouverture de sa propre boutique. Et c'est là que je voulais juste dire qu'il fallait faire super attention. Pourquoi? Parce que le référencement, ça se paye. Et quelqu'un qui se lance n'a pas forcément les moyens. Donc comme moi, j'ai eu beaucoup d'investissements et j'ai hésité à ouvrir ma propre boutique. Et quand j'ai vu les frais, ben ça m'a tout de suite freiné parce que c'est des frais mensuels, c'est des frais annuels. Donc il y a la création de la boutique, il y a le référencement qui se fait tous les mois, qu'il faut remettre à jour. Tu parles du référencement sur les moteurs de recherche, mais le référencement payant, c'est ça? Exactement. Donc la publicité. Voilà, exactement. Et c'est quelque chose qu'il faut renouveler sans cesse pour correspondre justement aux recherches sur les moteurs de recherche justement. Et moi, je pense que pour commencer, il y a des boutiques en ligne, mais vraiment parfaites comme Etsy, comme eBay, comme il y a Marché d'ici que je pourrais citer. Alors certes, la commission est quand même assez sucrée, je dirais, mais voilà, ça n'a rien à voir avec la création d'une boutique. C'est 11% qui partent tous les mois sur un bijou. Entre-temps, et ben voilà, on profite quand même d'un site international, on profite d'un référencement déjà tout fait, on profite d'une affiche qu'on peut se moduler à l'infini et je pense que voilà, il faut pas hésiter, faut profiter de ces boutiques en ligne qui permettent de se faire un site vraiment top et avec une bonne image en fait. Voilà. D'accord. Donc toi, tu vends en fait sur Etsy, c'est ça? Oui, voilà, par exemple. Ok. Donc ça, toi, ça a été un bon compromis en fait pour pouvoir vendre tes bijoux sans trop te prendre la tête au niveau de la technique et du référencement. Exactement. D'accord. Moi, je vais quand même faire une parenthèse, rebondir sur ce que tu dis, parce qu'en fait, j'ai une formation en rédaction web et en référencement. Mais il est possible de contourner ça, de pas passer du tout par le référencement payant en te créant un blog relié à ta boutique qui va te permettre d'avoir du référencement qu'on appelle organique, c'est-à-dire gratuit. Donc, mais là, il faut prendre le temps d'écrire des articles en lien avec. Mais toi, ce serait intéressant, par exemple, tu pourrais écrire des articles sur les pièces de monnaie, sur plein de choses en fait. Mais c'est sûr que là, c'est pas un investissement en argent, c'est un investissement en temps. Donc bon. Voilà. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Eh bien, non, en tout cas, ben, je tenais à te remercier parce que donner la chance à un artisan qui commence ben, de s'exprimer comme ça, je trouve que c'est génial. On en trouve pas assez et on devrait pour avoir pour se faire des idées sur pas mal de petites choses quand on démarre et je tenais aussi également à te dire continue tes vidéos parce que moi ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Ça doit aider énormément de monde aussi et voilà, vive la bijouterie. Super. Ben, merci à toi. Je trouve que c'était vraiment intéressant d'entendre ton parcours et je suis sûre que comme tu le dis, on n'en entend pas assez des parcours de bijoutiers et justement ça va peut-être inspirer des gens qui veulent se lancer en tant qu'autodidacte ou même en suivant des formations. Donc merci d'avoir partagé ton parcours, Laurent. Avec grand plaisir, Caroline. Bon ben à bientôt, salut. Au revoir. Alors voilà, cette interview est maintenant terminée. Si vous voulez découvrir le travail de Laurent, je vous invite à cliquer sur les liens qui se trouvent en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo.